Bonjour à tous, merci d'être les nôtres dans cette émission. L'Église intervient. Merci surtout à ceux qui sont fidèles à cette émission. Aujourd'hui, donc, nous allons pouvoir réfléchir sur l'actualité. Nous avons vu tous que les évêques membres du comité permanent, des évêques de la Conférence épiscopale nationale du Congo, étaient un comité permanent extraordinaire. Et à la fin, nous avons vu aussi les messages qu'ils ont livrés aux hommes et aux femmes de bonne volonté. Nous allons en parler dans cette émission de ce jour avec mes invités qui sont déjà connus, mais de toutes les façons, peut-être qu'il y a ceux et celles qui nous suivent pour la première fois. Alors nous allons donner la possibilité à mes invités de pouvoir se présenter. Et je commence à ma droite. Bonjour sœur, merci beaucoup. Je suis Nadem Foutila. Je suis enseignant des universités, à l'UPN notamment, et aussi journaliste des professions. Voilà tout ce que je peux dire sur moi. Merci beaucoup. Et à ma gauche. Merci beaucoup ma soeur pour l'invitation. Je suis Norbert Kalindola, professeur d'université. J'enseigne à l'université de Kisangani et à l'université catholique du Congo. Voilà, merci beaucoup. Donc, vous avez compris qu'ici, nous avons des professeurs avec qui nous pouvons décortiquer les messages de nos pères évêques. Mais avant cela, là, je me tourne justement du côté de M. Nadan. Nous avons vu les institutions partir voir Tata Cardinal à Lindongue, je ne sais pas où, à la 12e rue, chez Papa Cardinal. Mais nous avons vu aussi les évêques partir rencontrer les présidents de la République. Et à la sortie de cet entretien, nous avons suivi la déclaration du Monseigneur Marcel Outembi qui a dit ou qui a déclaré qu'une étape est franchie. Alors, il y a le moment de se quereller et le moment de passer à autre chose. Comment avez-vous lu ou compris ces messages-là? Merci beaucoup ma sœur pour cette question. Je m'en vais d'ailleurs d'abord dire que dans la vie de tous les jours, on ne doit pas avoir de conflits à l'endroit des religieux. Que ce soit des hommes politiques, que ce soit des paisibles citoyens qui ne s'intéressent à la politique qu'autrement, il n'y a pas intérêt d'entrer en guerre avec l'Église. Ce n'est pas intéressant. Vous devez entrer en conflit avec l'Église comment même d'ailleurs. Ce n'est pas normal que de voir les institutions de la République entrer en conflit, je ne sais pas s'il y en a eu, avec l'Église. Donc vous étiez content quand même de voir que les gens étaient ensemble? Oui, ben, ce geste-là, le fait de voir le président de l'Assemblée nationale, donc la deuxième personnalité du pays du point de vue institutionnel, le président du Sénat, la deuxième personnalité du point de vue constitutionnel, et le Premier ministre, chef du gouvernement. Vous prenez également l'homme de confiance du chef de l'État, donc son chargé de sécurité, se déplacer vers le cardinal. Il y a de quoi à considérer que c'est du lourd que de chrétiens, entre guillemets, pour les termes là, à un cardinal de l'Église catholique. C'est vrai, la République reste la République, mais il faut également du respect au cardinal, du respect dû à son rang. Et donc, c'est ce que nous avons vu après les quelques escalades verbales qu'il y a eu du côté du pouvoir ou du côté des partisans, de ceux qui nous dirigent aujourd'hui. Eh bien, ils se sont rendus compte qu'il fallait aller justement vers le cardinal pour harmoniser. Et c'est tout ce que nous avons vu. Et après leur passage, on a vu que le chef de l'État, comme vous m'avez posé la question, a reçu effectivement les évêques. Il me semble que selon certaines indiscrétions, bien avant, le chef de l'État ne voulait pas recevoir les évêques catholiques. C'est lui-même qui avait déclaré dans une interview chez Marius, si je ne me trompe pas, qu'il ne voulait pas recevoir les évêques. Il les a reçus justement. Parce qu'il ne pouvait pas, il devrait aller jusqu'à quel niveau? Lui, c'est le chef de l'État, c'est le père de la nation. Et il ne peut pas refuser de recevoir des citoyens congolais.
parce qu'il ne partage pas peut-être le même point de vue que lui, il ne peut pas refuser de le recevoir. Pour preuve, il a fini par le recevoir. Donc il les a reçus. Et, donc, il faut considérer... Et alors les messages à la fin, finalement, les messages prononcés par Monseigneur Otembi, parce que c'est lui qui est le président de la conférence épiscopale nationale du Congo. En effet, oui. Mais alors, le problème, il faudrait qu'on se mette d'accord sur un principe. On ne doit pas sortir un message ou un discours, une parole de son contexte normal. Une fois le faire, alors on déforme toute la communication. L'interview de Monseigneur Otembi était assez longue, je l'ai suivi du début jusqu'à la fin. Et donc, il n'a pas dit qu'il faut enterrer et oublier tout ce qui s'est passé, ou ne pas dire la vérité. Parce que si vous regardez même dans le message, peut-être qu'on va en parler si vous nous donnez cette chance-là, oui, vous voyez dans le message des évêques, ils sont très clairs sur la question qui divise. Et donc, franchir, il y a un temps pour se quereller, il y a un temps pour ceci, il y a un temps pour cela. C'est vrai et c'est biblique. Et donc, on ne doit pas toujours rester sur, ou rester tombé, ou on ne doit toujours pas rester sur être fixiste. Il faut trouver des issues pour passer. Et pour passer, il faut aller vers. Et aller vers, c'est justement chercher le dialogue. C'est ce dialogue-là. Et le fait que les évêques ont discuté avec les chefs de l'État, les différents animateurs des grandes institutions de notre pays ont discuté avec l'Église catholique. Et donc, on peut estimer que c'est une voie de sortie de la crise, justement, qui s'est installée à partir de ce qui n'a pas été, il faudrait qu'on se le dise, le choix de M. Kadima, qui n'a pas enchanté une grande partie de la population congolaise, crée des frustrations, crée la méfiance parmi les compétiteurs aux élections qui pointent à l'horizon. D'où cette position prise par l'Église catholique. Voilà, professeur Kalindola, je me tourne cette fois-ci chez vous. Vous aussi, vous avez suivi, vous et moi, cette déclaration. Comment avez-vous jugé ça? Merci beaucoup, ma soeur. Je voudrais d'abord revenir sur un fait qui s'est déroulé, le fait que les responsables et les animateurs des institutions de la République sont allés à la rencontre du cardinal Ambongo. Il faut le reconnaître, le cardinal de l'Église catholique, c'est une personnalité éthique. En tant que personnalité éthique, le cardinal est appelé à parler, pas seulement au nom de l'Évangile, mais au nom du peuple. Et en tant que tel, il ne peut pas laisser pourrir certains dossiers de la nation. Nous avons compris que... Donc le cardinal peut parler, peut interpeller, et ainsi de suite. Oui, mais en tant que personnalité éthique, le cardinal est censé, et c'est son devoir de parler, c'est son devoir d'interpeller les institutions de l'État quand ça ne marche pas. Et je crois qu'il est en train d'accomplir son devoir. Et derrière le cardinal, nous voyons tous les évêques, nous voyons toute la conférence épiscopale nationale du Congo. La conférence épiscopale nationale du Congo ne doit pas se taire devant des situations d'injustice. Est-ce que tous les évêques sont d'accord de cette mode de fonctionnement? Mais je suis sûr, parce que nous l'avons vu, comment est-ce que le comité permanent est allé. Et le message que nous allons scruter tout à l'heure est clair. La démarche des évêques montre que les évêques sont unis et soutiennent donc le point de vue de l'Église catholique. Les évêques ne se prononcent pas au hasard. Quand ils se prononcent, ils écoutent déjà les différents sons de cloche, les analyses. D'ailleurs, dans leurs messages, ils sont toujours trois. Avant de prendre position, ils écoutent. Ils demandent conseil auprès des personnes avisées. Ils ont des informations plus ou moins sûres et à partir de ces informations, ils peuvent se prononcer. Donc, les discours de Monseigneur Otembi avaient bel et bien droit d'être. Comme le disait tout à l'heure mon cher ami Nadin, le discours de Monseigneur Otembi a été prononcé dans un contexte précis. Et il ne faut pas le sortir de ce contexte pour ne pas le dénaturer. Si on le sort de ce contexte, le discours est totalement dénaturé. Nous avions suivi au mois de septembre, je crois, quand le président de la République a été reçu sur la VOA. Le journaliste Marius Munga lui a posé une question et il a clairement dit qu'il avait refusé de recevoir les évêques.
Après, quand il reçoit les évêques, c'est tout à fait normal que Monseigneur Otembi dise qu'il y a une étape qui est franchie. Mais quelle est cette étape? L'étape d'accepter Kadima, par exemple? Non, non, c'est pas encore l'étape d'accepter Kadima. L'étape d'ouverture au dialogue. Briser la glace. Donc, briser la glace. À l'époque, les présidents avaient refusé de recevoir les évêques qui avaient sollicité de le recevoir. Mais le fait que la République envoie ses émissaires rencontrer les cardinals en Bongo, le fait que la République envoie un ministre sectoriel, je peux citer de l'enseignement primaire, sur technique. Les évêques, ce sont des évêques qui ont sollicité le fait d'accepter de les recevoir. De se rencontrer de manière mutuelle, qu'un ministre accepte de quitter son bureau climatisé, d'aller à la rencontre des évêques pour éclairer leur antenne sur des questions liées à l'enseignement. Donc selon vous, il y a quand même des bonnes volontés de part et d'autre. Une ouverture d'esprit de part et d'autre, une ouverture au niveau du dialogue. C'est pour cela que Monseigneur Otembi a dit qu'il y a une étape qui est franchie. Cette étape, c'est l'étape au niveau du dialogue. Est-ce que Monseigneur Otembi est obligé de dire à tout le monde nécessairement ce qu'il voulait dire? Parce que nous avons vu les gens qui sont venus réclamer, il doit nous expliquer pourquoi il a dit ça. Est-ce qu'il est libre de le dire ou n'est pas le dire, le professeur Kalindola? En tant que pasteur, il a fait une bonne communication. Et je crois qu'il serait insensé de dénaturer sa communication. Il a dit clairement, et après l'avoir dit, il n'a plus besoin de s'expliquer. Donc il n'a pas besoin de s'expliquer. Alors au sujet des messages, justement, je reste avec vous, professeur Kalindola. Est-ce que les messages des évêques, donc juste après la rencontre avec les présidents de la République, le lundi, il y a eu cette conférence de presse à laquelle M. l'abbé Donatien Cholet, qui est secrétaire général de la SENCO, a livré les communiqués de presse aux hommes des médias qui étaient là. Alors, vous avez sûrement eu le temps de lire ces messages. Est-ce que le message a sa pertinence aujourd'hui? Merci, ma soeur. Je dirais que le message est très, très pertinent. Parce que le message tombe à point nommé et épingle des aspects très, très cruciaux pour la vie de la nation actuellement. Nous pouvons tirer de ces messages 3 éléments importants, notamment la question liée à la sécurité, la question liée au processus électoral et la question liée à l'enseignement. Ce sont des questions très très pertinentes qui déterminent la vie de la nation et pour le moment et pour l'avenir. Alors, nous pouvons aller un peu plus loin. D'ailleurs, en ce qui concerne la question sécuritaire, les évêques ont évoqué, ils sont revenus spécialement sur la question de l'état de siège à l'est du pays, surtout dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Nous pouvons, tel que l'état de siège se déroule depuis bientôt, ça fait déjà 6 mois, il y a un problème. Il n'y a pas assez d'avancées. Même s'il y a un souci, il y a des efforts louables. Mais parce qu'on dernièrement, on a suivi comment nos militaires ont dit repousser les assaillants. Ils ont récupéré même quelques matériels. On suppose qu'il y a quand même des avancées. Bon, les avancées sont là, mais elles ne sont pas significatives, dans le sens de répondre aux attentes de la société, aux attentes de la nation. C'est pour cela que les évêques invitent le gouvernement à requalifier l'état de siège. Il y a un problème. Voilà, nous allons revenir chez vous, là, parce que Nadin s'est beaucoup reposé. Monsieur Nadin, dites-nous, que pensez-vous de l'état de siège? Est-ce qu'une réussite, un échec? Alors, ma soeur, j'aimerais d'abord féliciter les FRDC, Banamboka, qui se donnent la peine d'aller au front et combattre l'ennemi à nous tous. Mais simplement, il faut dire que l'état de siège, c'est la décision la plus suprême que le chef de l'État avait prise. Et on suppose qu'en prenant cette décision, pour dire que c'est la décision qu'on peut considérer de finale, on suppose qu'il avait pris toutes les mesures possibles. Mais fort malheureusement, comme le disait le professeur, ça fait 6 mois. Tout ce qu'on avait comme tuerie à Beni, tout comme à Ituri, ça continue. Donc rien n'a changé. Et ces tueries-là, ce sont des humains. Un peu comme vous et moi, on nous trouve, les assaillants arrivent, ils nous égorgent, ils font tout ce qu'ils veulent de nous, ils pillent, ils violent et ils font tout ce qu'ils font. C'est ça, au fait, le drame. Et les images
que vous voyez sur les réseaux sociaux ne sont forcément pas des montages. Souvent, on prend aussi les images de notre pays. Ce qui fait que les gens meurent, ma soeur. La crise sécuritaire, elle est là, acceptable de tous même d'ailleurs. Hier, c'était la police et l'armée, par les canaux de leur porte-parole, avec les porte-parole du gouvernement, qui se sont prononcés sur ça. Alors, il faut reconnaître qu'il y a vraiment des faiblesses. Parce que s'il n'y en avait pas... Que disent les évêques? Les évêques proposent une requalification de l'état de siège. C'est vrai, malheureusement. Requalifier dans quelle manière? Alors, eux-mêmes, ils ont laissé la primeur du contenu au chef de l'État à qui ils ont remis leur mémo. Mais simplement par cette requalification, il faut quand même dire qu'on suppose que l'état de siège dans ces formats-là ne produit pas des effets escomptés. Parce que les gens continuent à mourir, plus peut-être même que c'était auparavant. Et d'ailleurs, la plus grande preuve qui montre qu'il y a vraiment des failles, c'est le fait qu'on ait aujourd'hui accepté que l'armée étrangère puisse venir intervenir au Congo. Peut-être aussi pour sauver les Congos. Ben, sauver, oui, mais alors, ma soeur, nous devons interroger l'histoire. L'histoire la plus proche nous renseigne que Mouzé est venu dans ce pays pour, il me semble, nous libérer avec l'armée rwandaise. Et vous savez ce qui se passe à l'est du pays avec le Rwandais. Alors, vous allez chercher l'armée comme celui de l'Ouganda. Dans un passé assez récent, l'armée ougandaise a sémé des terreurs à Kisangani. Vous le savez que la Cour pénale internationale... Avec la complicité des Congolais. Oui, c'est vrai, bien sûr. Avait condamné l'Ouganda à payer, je crois que c'est une grande somme de 10 milliards de dollars qu'il fallait payer à la RD Congo. Mais ça n'a jamais été payé jusqu'à ce jour. Le président a dit on laisse tomber. Et c'est cette armée-là qu'on prend. Justement pour privilégier les bons voisinages, n'est-ce pas? Nous souhaitons que tout se passe bien. Mais nous savons qu'il y aura des effets collatéraux, comme on dit. On ne sait pas ces militaires qui vont entrer. À quel nombre? On peut voir le jour où ils viennent et on contrôle. Peut-être ce qui se fait la nuit, on ne sait pas. Parce que le côté sécuritaire dans le nord Kivu, sud Kivu, à l'est du pays, est plus complexe. Donc c'est un danger. C'est un danger pour vous. C'est un danger pour la République. N'oubliez pas qu'en 2006, Vital Kamerhe, à l'époque président de l'Assemblée nationale, avait payé de son poste par le fait même qu'il avait déclaré qu'il n'était pas informé en tant que président de l'Assemblée nationale en tant que représentation du peuple congolais. Et donc, de ce genre de questions, c'est vrai, le chef de l'État, c'est le garant des institutions de la nation. C'est lui qui maîtrise bien les méandres, les contours. Oui, c'est vrai. Bon, on se demande, est-ce que le Parlement a-t-il été consulté avant que cette armée vienne? Jusqu'à ce jour où nous sommes en train de tourner cette émission, les présidents de l'Assemblée nationale, tout comme son homologue du Sénat, sont restés muets et ils ne disent rien. Donc les conséquences qui peuvent arriver peuvent être assez atroces. J'ai vu sur les réseaux sociaux des commentaires des Ougandais qui estiment que, bon, merci aux Congolais qui nous ont ouvert les portes pour que nous puissions venir puiser les minéraux du Congo. Ah, donc merci c'est ce qui est en dessous, sur la toile, en dessous de la carte. Ça se dit. Malheureusement, nous ne pouvons pas nous étaler plus sur l'aspect sécuritaire comme les évêques l'ont souligné. Nous invitons nos téléspectateurs, auditeurs peut-être de chercher les messages. Nous allons passer au deuxième point. Le professeur Kalindola parlait des processus électoraux. Du fait que les évêques se sont prononcés, qu'ils ont mis terme à ces plateformes de confession religieuse. Est-ce que c'est une façon de valider autrement quasiment, professeur Kalindola? Je ne crois pas que ce soit la voie la mieux indiquée pour dire que les évêques ont validé les choix de Kadim. À mon avis, et à lire les messages des évêques, ils ne l'ont pas validé. Parce que dans les messages, les évêques déplorent la politisation de la Commission électorale nationale indépendante. C'est déjà un élément qui montre, et le climat de méfiance
qui a été engendré dans le processus de désignation des animateurs de la CENI. Ça veut dire clairement, les évêques n'approuvent pas la désignation de Kadima et de tout son groupe. Le message est clair là-dessus. Et je ne vois pas comment les évêques peuvent se contredire. Donc les évêques sont restés dans leur position de départ. Pas seulement dans leur position de départ, mais ils sont restés fidèles aux valeurs qu'ils défendent depuis toujours. Et un pays sans valeurs morales, sans valeurs intellectuelles, mais c'est un pays qui est appelé à disparaître. Et les évêques, en tant que pères, en tant que responsables, en tant que personnalité, nous ont toujours le devoir de nous interpeller pour que nous ne puissions pas nous écarter du bon chemin. Et ce qu'ils ont fait, ils continuent à soutenir leur point de vue et la position qui est défendable sur le plan moral et sur le plan intellectuel. Voilà. Monsieur Nadin, toujours dans ces messages ici, les évêques disent, ils demandent à qui des droits de garantir les autres partis politiques des bonnes élections. Est-ce possible de garantir aux autres quand on sait qu'on a la Cour constitutionnelle, on a la CENI avec soi? C'est possible, on peut garantir les autres? Alors, le problème, c'est à ce niveau-là, ma sœur, parce que vous savez, les élections, c'est une compétition. Une compétition qui oppose deux partis en compétition, et si vous me passez la tautologie, de telle sorte que l'arbitre doit prouver de sa neutralité. Et pour ce qui nous concerne, la CENI est l'arbitre des élections au Congo. Et donc, si il y a une partie en compétition qui s'appuie sur l'arbitre, qui estime que ce sont eux qui ont la sympathie de l'arbitre, alors l'autre partie se sentira en insécurité. Il y aura une méfiance qui va s'installer. C'est le cas du bureau de l'actuel président de la CENI, entériné par l'Assemblée nationale et investi par le chef de l'État, et bien évidemment. Mais ça pose problème parce que les autres les contestent. À partir du moment où une bonne partie de la population ne se retrouve pas dans la personne de Kadima comme président de la CENI, ça signifie que les élections qui seront issues d'une telle institution seront absolument contestées. Alors, et lorsqu'il y a, excusez-moi ma soeur, je vais peut-être achever, oui, je vais proposer, oui. Lorsqu'il y a contestation, alors en ce moment-là, la cohésion nationale sera mise en branle. En ce moment, excusez-moi, en ce moment-là, il y aura pas, il y aura des troubles comme nous avons l'habitude de le voir. Après chaque élection, il y a des troubles et les Congolais meurent. Et donc, ce que nous proposons, c'est qu'il y ait l'inclusivité. L'inclusivité veut dire que toutes les parties prenantes se retrouvent et discutent, se mettent ensemble pour dire, voilà, à tel point, nous avons besoin de ceci. À tel autre point, nous avons... retourner encore en arrière parce que le train est déjà en marche. Oui, on peut marcher à n'importe quelle vitesse qu'on veut. Il suffit seulement de savoir ce que nous voulons. Est-ce que nous voulons des bonnes élections qui soient crédibles, qui puissent mettre tout le monde d'accord et à la fin, parce que eux aussi, il faut dire, ma soeur, la légitimité des dirigeants en dépend. Si on vous impose des dirigeants, parce que le jeu a déjà été biaisé dès le départ, alors il y a un problème à ce moment-là. Les dirigeants, le peuple ne va pas se retrouver dans les chefs de ces dirigeants imposés. Parce que si on va aux élections, on estime que nous votons pour tel, et que la personne pour qui on a voté ne se retrouve pas, on prend quelqu'un d'autre sous d'autres formes, on les remplace, on les place là, la population ne va pas se retrouver. En ce moment-là, il y aura crise entre les dirigeants et la population qui ne se retrouve pas, malheureusement, en se dirigeant. Professeur Kalindola, je me tourne vers vous. L'abbé Chollet, lors des points de presse, a dit que les partis politiques ne se cachent pas derrière l'Église, ils ne se cachent pas. Et pourtant, ce sont les mêmes chrétiens qui sont dans les partis politiques. Comment comprenez-vous cette déclaration? Je crois que, ma soeur, la déclaration de l'abbé Donatien Chollet est très claire. Nous avons l'habitude de voir dans ce pays des partis politiques qui ne sont pas au pouvoir se réfugier derrière la position de l'Église, des déclarations de l'Église.
pas plus longtemps qu'il y a moins de 5 ans. Les gens qui sont actuellement au pouvoir, les régimes actuels, tout le temps se réfugier derrière les prises de position de l'Église catholique. Voilà ce que l'Église catholique a dit, c'est ça la vérité. Mais ils arrivent au pouvoir quand l'Église catholique tient des positions pour éclaircir certains aspects. Ce sont les mêmes hier qui étaient derrière l'Église et qui commencent à insulter l'Église. C'est pour ça que l'Église interpelle les partis politiques qui doivent avant tout apprendre à donner une bonne éducation civique à leurs membres, à leurs sympathisants, comment ils appellent encore? Mais ce sont les mêmes personnes qu'on peut trouver à la paroisse et puis dans les partis politiques. Est-ce qu'il y a un peu la différence? Il y a un problème au niveau des valeurs. Ou bien on est chrétien pour les catholiques, ou bien on ne l'est pas. Et quand on est chrétien catholique, il y a des valeurs avec lesquelles on ne peut pas s'amuser. Par exemple? Par exemple, l'honnêteté. Il faut être honnête. Par exemple, la sincérité. Donc, il y a des valeurs qu'on est appelé à défendre à tout prix en tant que chrétien catholique. Alors, je ne comprends pas qu'un catholique soit aujourd'hui, il va à l'église le matin, et le soir, le même catholique se retrouve en train de soutenir les antivaleurs, la tricherie, la corruption, tous ces aspects-là qui dénoncent l'Église. Monsieur Nadin, oui, pensez-vous que c'est possible? J'aimerais revenir sur ce que le prophète mais si vous avez à compléter, allez-y. Oui, alors, c'est aussi, pas seulement des valeurs, mais c'est aussi question d'objectifs, ma soeur. L'Église a ses objectifs et les partis politiques ont leurs objectifs. Mais ça peut aussi se croiser. En effet, oui, sur le plan social, par exemple. C'est-à-dire quoi? Le parti politique milite pour conquérir les pouvoirs, diriger et les garder. Mais l'Église, c'est le contraire. L'Église milite pour une justice sociale. C'est-à-dire que vous êtes un parti politique, vous avez des militants qui sont peut-être des chrétiens et d'autres qui ne le sont pas. Et donc, en ce moment-là, au parti politique, on peut trouver toutes les tendances possibles. On peut trouver dans un parti politique des catholiques, des musulmans, des Nzambé Malam et les autres. Ils sont dans un parti politique. Alors qu'à l'Église, vous ne trouvez qu'essentiellement, si c'est l'Église catholique, que des catholiques. Et ils ont leurs objectifs. Maintenant, les pères évêques ou les pasteurs ne peuvent pas accepter voir ces fidèles croupir dans la misère. Ils ont comme mission, justement, à ce que ces peuples puissent s'élever, aller de l'avant et vivre pleinement, parce que la gloire de Dieu, c'est l'homme debout. Et donc, oui, c'est tout à fait. Quand vous revenez maintenant sur la question que vous avez posée au prof, oui, allez-y, il y a quelques minutes que nous l'abbé a parlé l'autre fois. Alors, on a comme l'impression que les politiques, peut-être qu'en perte de vitesse, et parce qu'ils ne sont pas capables de mobiliser, vont souvent se greffer à l'Église pour trouver un peu de crédibilité et de popularité. C'est cela ce que nous pouvons peut-être dénoncer. Alors, si c'est l'Église qui estime que, comme disaient les professeurs, il n'y a pas pour le peuple, parce que l'Église se classe toujours du côté des faibles, du côté du peuple, on suppose que il y a un ça ne va pas et que le peuple est mis en péril à travers ses intérêts. Par les dirigeants, on suppose que les dirigeants, c'est les plus forts parce qu'ils ont tout ce qu'il y a comme instrument pour gouverner. Eh bien, à ce moment-là, l'Église se classe du côté des faibles et du peuple. Donc, quelquefois, on peut marcher ensemble quand on a les mêmes objectifs. Oui, quand on a les mêmes objectifs, ils peuvent venir. Par exemple, ils peuvent venir. Si c'est le cas pour ce qui concerne les catholiques, les laïcs de l'Église catholique s'engagent à marcher pour revendiquer tel ou tel autre droit. Ce sont des citoyens congolais, ils sont libres de marcher et déclarer. Et parmi eux, qui sont chrétiens, il y en a qui se retrouvent dans des partis politiques. Ils peuvent venir et marcher avec l'Église. Malheureusement, le temps nous fait défaut. Nous avons juste une minute. La question de l'enseignement, la gratuité, on n'a pas touché. Vous avez juste une minute de dire quelque chose sur cette question. Merci beaucoup, ma soeur. L'intention de la gratuité est très bonne, est très louable et tout le monde ne peut que soutenir. Parce qu'à travers le monde, il y a des endroits où, je vais prendre le cas d'un pays comme l'Allemagne, où l'enseignement primaire et secondaire est gratuit et obligatoire. Des primaires jusqu'en... Oui, ça c'est en Allemagne. Mais chez nous,
on a dit l'enseignement des bases, l'éducation des bases. La gratuité, c'est une très bonne initiative, c'est une disposition constitutionnelle. Mais il y a des préalables dont on devrait absolument tenir compte avant de lancer la gratuité comme, pour éviter le populisme de toutes les façons. Et aujourd'hui, vous avez une classe qui constituée de 30 élèves. Aujourd'hui, cette classe se retrouve à 85-100 élèves. Un enseignant qui, avec l'intervention des parents, recevait $500. On supprime l'intervention des parents, il se retrouve aujourd'hui autour de 200. Son mode de vie change et ça crée des problèmes au niveau même de sa propre vie et de sa profession. Il y a un problème. Donc on peut dire, telle qu'elle a été mise en œuvre, la gratuité me paraît comme un fiasco. Nadé, est-ce que vous avez autre chose à part ce que les professeurs viennent de dire, juste pour... Naturellement, en tant qu'enseignant, je ne peux pas manquer quelque chose à dire sur l'enseignement. Il y a un problème, en fait. Le problème, c'est que dès le départ, les bases ont été... nous sommes partis sur de mauvaises bases. On n'avait pas fait un état des lieux. Quand je dis on, c'est le chef de l'État qui a décrété comme programme phare de son gouvernement la gratuité de l'enseignement des bases. C'est constitutionnel, comme le disaient les profs, et ça vaut la peine. Mais simplement, pour un petit rappel historique, les régimes sortants du président Kabila avaient commencé avec cette gratuité, mais avec deux provinces. La province du Haut-Katanga et la province de Kinshasa. Est-ce que ça avait marché? Et c'était deux classes. C'était deux classes. La première année primaire et la deuxième année primaire. Et cette expérience a marché? L'expérience a marché parce qu'on n'a pas vu des enseignants déclarés et on n'a pas vu de grève dans ce sens-là. Donc il fallait y aller graduellement. Il fallait y aller graduellement. Parce qu'aller tout de suite, on prend, et même il y a des classes qu'on appelle 7e et 8e, je crois, qui étaient dès le départ aussi embarquées dans cette histoire-là de gratuité. Malheureusement que ça a été rectifié. Alors c'est un rétropédalage justement. C'est un aveu de faiblesse. Par le fait que aller précipitamment pour se faire peut-être aimer du peuple et des parents, on dit bon, toute l'école est gratuite, primaire et secondaire, sans pour autant se rendre compte du nombre d'enseignants qu'on a, le nombre d'enfants qu'on aura et les infrastructures qui doivent accueillir ces enfants. Le problème se pose. Et c'est comme ça que vous avez vu des grèves jusqu'à ce jour. Mais pourquoi on a connu ces grèves? Nous les avons connues parce que la gratuité n'a pas été bien étudiée. Malheureusement, après avoir lancé la gratuité, le chef de l'État avait annoncé de faire ce qu'il avait appelé les états des lieux de l'enseignement. Alors, dans la faisabilité, bon, l'enseignement primaire, secondaire et professionnel a été zappé. Passez-moi le terme. On venait de faire les états des lieux de l'ESU à Lubumbashi tout récemment. Mais les états des lieux de l'enseignement primaire et secondaire, ça a été fait où pour se rendre compte qu'on a telle donnée, tel nombre d'enseignants et tel autre nombre d'enfants. C'est comme le disaient les profs. Voilà, chers téléspectateurs, chers auditeurs, nous sommes étalés sur les messages des pères évêques après leur comité permanent extraordinaire ici à Kinshasa. Et ces messages, c'est un communiqué de presse. Voilà pourquoi il n'y a pas un thème, un titre qui porte, mais ça a touché un peu à la situation que nous vivons en RD Congo, sécuritaire, électorale, gratuité d'enseignement comme venait de le suivre. Nous avons justement partagé ces plateaux avec les professeurs Kalindoula, qui est professeur à l'Université catholique du Congo et aussi à l'Université de Kisangani. Nous avons aussi Monsieur Nadan, qui est aussi assistant à l'IPEN et aussi continue les études de troisième cycle, journaliste aussi des professions, pour ceux qui ont connu, qui l'ont suivi sur Télé 50. Merci de nous avoir suivis. Je dois quand même vous rappeler que les pères évêques ont adressé aussi une lettre de compassion à nos frères et sœurs maîtris dans les diocèses de Bunia, Butembo et Beni, pour dire que ce sont les pasteurs, ils sont vraiment en communion avec nos frères et sœurs qui souffrent. Et les évêques ne s'éterront pas. Les évêques n'ont pas changé comme certains pensent que les évêques les ont abandonnés. Ils sont là comme des pasteurs, ils ne font pas la politique, mais ils sont pour les sociales. Merci de nous avoir suivis. Au plaisir de nous retrouver dans les prochains numéros dans Église Intervient.